Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité, 5e et dernière convocation de la semaine. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président Ouedraogo, bonjour, madame, monsieur. Alors, en attendant justement que le doyen des juges nous rejoigne, nous allons en tout cas présenter les sujets enrôlés pour cette convocation. Retenez qu'à Kongoussi, dans le BAM, des jeunes se réclamant de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse, ont procédé hier 2 juin, en tout cas à la suspension des activités d'exploitation de la société minière Bissagold. Les manifestants dénoncent entre autres les agissements de la mine qui entravent les activités d'orpaillage et également le mode de recrutement de la mine jugé opaque. Faut-il craindre un Oundébis? Le sujet est enrôlé, en tout cas cette convocation du tribunal de l'actualité. Et en seconde partie d'émission, les juges porteront leur égard sur la dernière sortie médiatique de l'Alliance Ensemble pour le Faso. Retenez que ce regroupement était hier face aux hommes de médias. Ce regroupement demande entre autres une redéfinition du format de la transition pour lui donner un cachet consensuel et inclusif. Voici les sujets retenus. Mais avant le décryptage, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Juge Bougma, vous avez la parole pour votre avant-propos. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette 5e et dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité? Merci. Ce qui retient notre attention, c'est le débat sur ce que vont toucher les autorités de la transition qui continue. Le reporter, dans sa dernière livraison, a fait cas de ce que ceux de l'ALT, donc les parlementaires de la transition, vont toucher. Et là-bas, c'est vraiment les vaches maigres. Et il y a eu beaucoup de bruit. Les uns et les autres sont fâchés parce que du député de l'ALT jusqu'à l'agent au niveau de l'administration, les choses ont été revues. Les indemnités de session, c'était à 30 000. Maintenant, c'est devenu 22 500. Et c'est 45 jours, ce n'est plus 90 jours. Et ensuite, ce qu'ils vont gagner, le cumul de ce qu'ils vont gagner par mois, on est à 622 000 francs CFA pour être véritablement exact, selon effectivement les termes du journal. Donc, non, 697 000 francs CFA, maintenant avec les indemnités qui sont prévues. Et donc, le président, lui, devrait s'en sortir avec 722 000 francs. Quand on fait effectivement les calculs, en dehors des indemnités de session, c'est vraiment les vaches maigres à leur niveau. Maintenant, la réalité aussi, c'est comme on appelle ça, la particularité de notre transition, c'est de devoir faire ce qui n'est pas normal, ce qui est normal dans ce qui n'est pas normal. Un coup d'État, ce n'est pas normal dans le processus démocratique. Vous faites un coup d'État, vous avez en même temps besoin d'un État de droit, par moment vous n'en voulez pas, finalement, on ne sait pas sur quel pied effectivement on danse. Donc, sinon, principe pour principe, si nous allons respecter les principes de la démocratie tels que voulus ou tels que chantés par nous, on devrait permettre à ceux qui siègent au niveau de l'ALT de s'entendre à travers leur règlement intérieur sur ces choses-là, au nom de la séparation des pouvoirs. Ça ne l'a pas été. Et, chose curieuse, le décret d'ailleurs qui fixe ce qu'ils vont gagner, ceux de l'ALT, le décret a été pris avant même qu'il n'ait officiellement pris fonction. Donc, on est vraiment allé vite, et c'était en mars. Et pour le gouvernement, c'était en avril, le 15 avril exactement. Le visa du contrôle financier est intervenu le même jour, mais pour ceux de l'ALT, c'était le 21 mars. C'est-à-dire, c'est avant même les membres du gouvernement. Mais là, c'est peu. Arrivé au niveau du gouvernement, ça a été gonflé parce qu'on dit qu'il faut tenir compte des indices, des salaires au niveau de la fonction publique, l'indice le plus élevé pour fixer les coefficients et faire les calculs. Bref. Donc, je dis, le débat, il a plusieurs niveaux. Soit on est en démocratie au nom de la séparation des pouvoirs, chaque entité se gère, ou on n'y est pas, et puis monsieur gère par ordonnance, s'impose à tout le monde, et puis on passe effectivement à autre chose. Mais j'ai dit ça fait beaucoup de gorges chaudes au niveau de l'Assemblée nationale parce que beaucoup voulaient rejeter l'offre, surtout quand ce que les membres du gouvernement touchent
ont été, surtout que ça, quand ça a été rendu public, ça fait des gorges chaudes, même au sein du personnel administratif de l'Assemblée législative de transition. Comment est-ce que tout ça va se passer? Est-ce que la grogne pourra être continue? On ne sait pas. Mais la réalité aussi, quand on regarde la composition et comment certains sont venus, je me pose la question de savoir s'ils auront aussi le courage de défier qui les a fait venir au niveau de l'ALT, parce que c'est ça aussi. Si vous avez négocié pour venir, certains même ont consenti un partage de postes à la mi-mandat, et donc ça va être compliqué. Il y a quelqu'un qui attend son heure pour pouvoir aussi avoir sa part du gâteau. Vous vous fâchez pour dire que vous n'êtes pas d'accord, vous allez rejeter les choses. Ce n'est pas évident. Et puis donc, si vous avez négocié pour venir, ou bien c'est quelqu'un qui a appelé qui de droit pour que vous veniez à pouvoir bander les muscles dans ces conditions. Oui, mais il y a combien qui peuvent courageusement bander les muscles, eu égard à la façon dont ils siègent à l'ALT. Merci, Juge Bouma. Juge Var, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, Président. Bonjour, Juge Bouma. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. J'étais dans des angoisses et je m'excuse du retard. Donc, tenter de gérer la rédaction toujours. Mon avant-propos va concerner un document, celui qui a été révélé par EU Observer. C'est donc un journal d'information, un site d'information. Et le document qui a été donné, c'est un document du Service européen pour l'action extérieure, qui est CEAE. Et le document date du 25 mai dernier. Et selon ce document-là, l'Union européenne envisage donc de déployer 3 nouvelles missions militaires en Afrique de l'Ouest. Et les pays sont cités. Il y a en tout cas 2 pays sont cités. Il s'agit du Niger, du Burkina et d'un pays, en tout cas côtier, un pays du Golfe de Guinée. Et pour ce qui est du Burkina, il est précisé que les autorités burkinabées ont demandé la présence d'une mission militaire européenne assurant la formation, l'équipement et l'accompagnement des forces armées locales lors de discussions techniques. Donc, il y a une demande formulée par nos autorités à l'endroit de l'Union européenne pour ce qui est de ces missions militaires. En tout cas, c'est ce qui nous est révélé. Pour la partie nigérienne, apparemment, l'on est très avancé puisque la mission militaire elle-même devrait déjà se déployer, d'autant plus que les autorités nigériennes, elles, ont donné leur accord. Maintenant, toujours selon les informations qui nous sont données, c'est que le Service européen pour l'action extérieure, lui, du fait qu'en mi-avril, les autorités burkinabé, notamment sous initiative du président Damiba, avait diligenté une visite au Mali. Donc, ce service européen-là a trouvé que le Burkina est en train de jouer double jeu, ne comprenant pas grand-chose, se disant que il se pourrait que le Burkina ait envie de s'inspirer de la dynamique malienne. Et donc, elle regarde un peu comment est-ce que nos autorités vont se positionner de façon plus claire que cela. Parce que vous ne pouvez pas demander la présence d'une mission militaire européenne et puis vouloir faire comme le Mali, parce que c'est bien les mêmes raisons qui fondent un redispatching des forces européennes qui font que vous ne pouvez pas aller au Mali et vouloir vous inspirer de ce modèle. On connaît un peu ce qui a été mis sur la table. Dès que vous faites appel à des forces comme Wagner ou à des éléments du genre, ce n'est pas possible qu'eux viennent sur votre sol. Donc, c'est une impression de double jeu, en tout cas. C'est le terme qui a été employé. Double jeu des autorités burkinabées qu'ils sont en train d'observer. Maintenant, quelle est la réalité des choses? Wait and see, on ne peut pas aujourd'hui savoir. Mais au moins, ce qui est révélé, c'est que le Burkina a vraiment demandé à ce que cette mission européenne puisse se faire ici. Maintenant, on attend de voir vraiment la suite. Et quand on finit de lire ça, c'est qu'il y a vraiment une clarté de position à avoir de la part de notre parti. Merci pour ces entrées en matière. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Je le disais en début d'émission, les machines et engins de la mine de Bissagol dans le BAM sont à l'arrêt depuis hier à 2 juin. Et cela fait suite à un mouvement d'humeur des jeunes se réclamant de l'ODJ de la commune de Sapsé. Les manifestants dénoncent entre autres les agissements de la mine qui entravent selon eux les activités d'orpaillage.
saccage et le mode de recrutement de la mine jugé opaque. Alors, juge Bouma, quand on se rappelle qu'en 2011, on avait eu des faits similaires avec justement des saccages au niveau de la mine, est-ce qu'il n'y a pas à craindre? En tout cas, cette mine n'est pas sa première manifestation, donc je suis d'accord, je partage votre inquiétude par rapport aux craintes éventuelles, par rapport aux craintes soulevées. Et puis, ce n'est pas la première grogne aussi dans une mine au niveau du Burkina. Donc, c'est comme si c'était ça, c'est seul nom, ça vient après Houndé, ça vient après d'autres mines. Donc, les grognes autour de l'or, ça ne finit pas. Donc, même par moment, ce que la loi a prévu, pour l'avoir, il faut taper du poing sur la table. On a en souvenir la conférence de presse de l'association des maires de communes minières pour pouvoir exiger le reversement du fonds minier pour le développement local. Donc, il y a beaucoup de bruit, parce qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'intérêt. Donc, il est à craindre effectivement que les choses prennent de l'escalade, c'est ça la crainte. Sinon, en principe, les crises, c'est pour pouvoir aider à améliorer la situation. Donc, tant que c'est pour contribuer à améliorer, oui. Mais avec ce qui s'est passé à Houndé, par moment, ça monte à un autre échelon. Et c'est surtout ça aussi le problème. Quand on regarde les dégâts de Houndé, c'est inimaginable. Donc, est-ce que Houndé va tenir, Houndé ne tiendra pas? C'est une des questions aujourd'hui qui est sur la table par rapport à ce qui est donné de voir. Donc, ça s'ajoute une énième crise. Comment est-ce que ça va se gérer? Mais on a l'intérêt à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Et sinon, si ça monte à un autre niveau, c'est pas aussi évident. Parce que Houndé, on n'a pas encore fait, le point des dégâts n'a pas encore été rendu public. En ce qui concerne les pertes liées au matériel, les pertes liées au fait que le travail s'est arrêté. Donc, ça n'a pas encore été évalué. Et aussi, les véhicules personnels qui ont été, comme on appelle ça, incendiés, le contrat de certaines compagnies d'assurance qui se dégagent. Donc, en réalité, nous allons beaucoup casquer dans cette affaire-là. Maintenant, c'est pourquoi je dis c'est mieux de régler ça le plus rapidement possible avec suffisamment de sagesse. D'accord. Alors, juge, des jeunes qui mettent, je dirais, qui suspendent les activités d'une industrie minière. Après Houndé, on a Sapsé. C'est vrai que pour l'instant, on ne parle pas de dégâts matériels, mais la question interpelle, surtout quand on regarde, c'est les mêmes dénonciations qui reviennent, surtout la question de cohabitation entre les mines industrielles et les orpailleurs. Oui, c'est clair que quand on regarde, on va se poser beaucoup de questions, parce qu'on a l'impression que il y a d'abord une mine donc bien reconnue et tout, et puis des orpailleurs de notre côté, mais qui donnent l'impression de se marcher sur les plates-bandes. Quand vous prenez le cas de Houndé, c'est un peu pareil. C'est que ce qui a conduit à ce que on va dire les choses se corsent là-bas, c'est que il y a eu une décision de faire déguerpir les orpailleurs, qui eux disent très clairement qu'ils ont tous les droits de continuer d'exercer là où ils sont, et d'autant plus que c'est la mine qui elle-même n'a pas le droit d'être là. C'est un peu le fond du problème. Donc on se retrouve dans une situation où les gens se marchent sur les plates-bandes. Mais quand on regarde Houndé, s'il y a la décision de déguerpir, c'est une décision de l'autorité. Donc ça veut dire qu'au regard d'un certain nombre d'éléments, c'est plutôt la mine qui a tous les droits sur le lieu où les orpailleurs continuent de rester. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'État a été défié. Maintenant, qu'est-ce que l'État a fait quand il a été défié? Nous avons regardé. Ce sont des populations qui ont vu leur voie barrée, qui ont vu les menaces se durcir, qui ont vu les orpailleurs bander du muscle. Mais qu'est-ce que l'État a fait? L'État est allé négocier. L'État est allé négocier pour que le calme revienne. Bon, ça peut être une qualité. Mais je crois aussi qu'un État, ça se respecte et ça se fait respecter. Et à partir du moment où vous fonctionnez comme ça, ça sera vraiment compliqué.
c'est comme si, pour un élément donné, vous permettez un onde de choc. Parce que nous sommes dans un pays qui a un fort potentiel minier et dans lequel ces problèmes-là se posent avec acuité. Ceux qui ont décidé de le faire de façon artisanale, ils trouvent leur gagne-pain et ont envie, même s'ils n'ont pas de titre d'exploitation et tout, ont envie de continuer d'exercer sur des sites et des lieux qui sont aussi promoteurs que ceux qui sont ceux des mines. Donc, c'est clair qu'il y a il y a en ligne de mire, évidemment, des chocs qui vont arriver. Maintenant, si vous gérez mal les choses, ça va continuer. Maintenant, quand on écoute aussi, pour ce qui est de ce cas nouveau-là, il y a beaucoup d'éléments qui sont mis sur la table. La question comme vous le disiez tout à l'heure, la question du recrutement, l'opacité et le droit des orpailleurs à être dans certains lieux et à pouvoir continuer d'exercer. Mais on ne cherche pas l'or dans le ciel. C'est sûr, c'est des trous qu'on creuse. C'est sur un sol. Il faut en avoir un titre. Qui a le titre? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Qui, légalement, a le droit de pouvoir creuser là? On va chercher des titres là, c'est pourquoi. Et qui les donne? C'est bien l'État. Donc à partir du moment où vous les avez donnés, vous devrez pouvoir veiller à ce que ceux qui sont là puissent exercer. Maintenant, si il y a une mine qui est en train de s'étendre en dehors de ce que vous lui avez permis, il faut le rappeler à l'ordre. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Il ne devrait pas avoir de problème là-dessus. Il ne devrait pas avoir d'ambiguïté là-dessus. Nous sommes un pays qui, en termes d'exportation, a l'essentiel qui est celui du revenu qui vient de l'or. Quel message on envoie? Quoi qu'on dise, vous savez, quand vous vous arrangez pour avoir un secteur qui soit attractif, si dans les faits, lorsqu'on parle de vous, c'est toujours des cas d'orpailleurs qui mettent à mal l'activité de mine, on réfléchit par deux fois avant de venir. Maintenant, j'espère aussi que peut-être petit à petit, on va développer notre potentialité et nos capacités à pouvoir, du début à la fin, avoir des Burkinabés qui s'occupent de ce secteur-là. Peut-être c'est ça qui va nous sortir de l'ornière. Mais sinon, pour l'instant, si vous ne comptez que sur des grandes succursales d'entreprises qui se trouvent ailleurs, en tout cas, ce n'est pas une bonne communication, ce n'est pas intéressant pour vos affaires que à chaque fois qu'on parle du secteur minier, depuis un certain temps chez vous, si ce n'est pas des gens qui sont enlevés, des mines qui sont attaquées par des terroristes, ce sont plutôt des populations locales qui commencent à mettre la pression sur la mine pour l'empêcher d'exercer. Et ça, ce n'est pas bon. Alors, dans l'article de nos confrères de l'AIB, quand on voit les précisions qui sont apportées, alors on note que les manifestants ont une plateforme revendicative de 33 points et les faits qui reviennent, comme on l'a dit, il y a la question de la cohabitation avec les orpailleurs et les mines industrielles. Il y a aussi les questions d'engagement non tenues vis-à-vis de la population et puis le manque de transparence dans le mode de recrutement. Alors ça, ce sont des plaintes qui reviennent très souvent. Mais ce n'est pas de la seule responsabilité de la mine. C'est notre État qui est en partie responsable, pour beaucoup d'ailleurs. Parce que la mine ne vient pas dans un îlot. La mine n'est pas venue comme ça. On ne s'est pas levé un matin et puis trouver qu'il y a quelqu'un qui est assis avec ses machines qui a commencé à creuser. Il y a tout un processus, toute une procédure, des cahiers de charges à respecter. Est-ce que dans les engagements que la mine a pris vis-à-vis de notre État, ça a été respecté? Si oui, ok. Sinon, pourquoi? Donc, il y a de l'exigence également qu'il faut faire, surtout vis-à-vis de l'État. Ça, quelqu'un ne peut pas rentrer chez vous, commencer à faire n'importe quoi, sans que vous ne l'ayez invité. Donc, là, c'est par effraction. Alors qu'ils ne sont pas là par effraction. C'est des affaires qu'ils sont, c'est du business. Donc, à côté, comment est-ce qu'on regarde? Donc, je suis d'accord que les jeunes formulent des points, mais je crains que les jeunes ne frappent pas à la bonne porte. Et quand on regarde souvent au niveau de l'administration, ce que certains gagnent par rapport à la mine, il ne peut pas bander les muscles vis-à-vis de la mine, puisque lui-même il gagne. Soit il a inséré ses proches, ses enfants ou ceux-ci comme travailleurs de cette même mine, qu'est-ce qu'il va aller encore dire au patron de la mine? Rien. Il voit qu'il n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis de comment on appelle ça, du recrutement.
vis-à-vis de ceci, vis-à-vis de cela, mais lui, il peut lui dire. Demander à certains maires. Ici, le ministre de la fonction publique, Bazoma Bazé, disait que il y a des gouverneurs de régions qui appellent le DG de la mine et puis ils ne décrochent pas. Il ne décroche pas. Il ne rappelle pas. Il n'a rien à cirer avec lui. Gouverneur de région, représentant du chef de l'État. Qui lui a permis de faire ça? C'est notre État. Ce n'est pas. Il y a des pays où il n'ose pas. Il n'est pas fou. Il y a des pays où il n'ose même pas. Même dans ses rêves les plus fous, il ne pense pas aller ne pas décrocher un gouverneur. Quel que soit le verre de trop qu'il a pris, il n'osera pas. Et quel que soit le comportement ou qu'est-ce qu'il a pris, il n'ose même pas. C'est pas possible. Dans son rêve, il ne s'abstiendra même pas. Mais ici, il ne le fait pas. Donc, il se fout royalement du représentant du chef de l'État dans la région. Mais pourquoi? Parce que c'est un ministre qui lui a permis de faire. Le même gouverneur peut-être a eu des comportements indélicats avec lui. Il n'arrive pas à bander les muscles parce qu'il y a quelqu'un qui va lui donner un coup de fil à Ouagadougou pour dire, écoutez, il faut vous ranger, monsieur le gouverneur. Il faut aller doucement avec eux. Vous faites quoi? Donc, s'il faut reprocher des choses aux miniers, il faut également exiger plus de rigueur, plus de responsabilité dans le traitement des dossiers liés aux questions des mines vis-à-vis de notre État. C'est d'abord à notre État que nous devons demander des comptes. Nous ne trompons pas d'adversaire. Mais en même temps, qu'il y a une pression sur la mine, de façon indirecte, il y a une pression sur notre État. Mais malheureusement, c'est là. On a vu Oundé. Ils ont été déguerpis la veille. Toute la ville bruissait, selon nos informations, qu'il y allait avoir une manifestation monstre. Les alertes ont été données. Ça a été royalement ignoré. Mais sous la transition de 2015, à Namissiga, il y a eu les mêmes manifestations. Attention, ça n'a pas été géré comme ça. Ça a été très vite contenu. Ça a été contenu. La transition ne s'est pas amusée avec les manifestants pour rétablir l'ordre. Parce que ça a commencé par une marche en direction de la préfecture, mais selon leurs infos, ce n'est pas ça. Mais la loi a été rétablie. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je crains qu'on ne passe à une autre chose. Mais s'il y a eu Oundé, et puis il y a eu une deuxième. Oundé, on oublie même qu'il y a deux. Il y a eu 2 sites. L'autre site, les dégâts sont également inimaginables, puisque là-bas, c'est vraiment de grosses machines. Sur le site de Kari. Donc, ces gens aussi viennent en terrain conquis. Ils creusent, ils honorent, et puis ils s'en vont. Donc, des populations qui ont raison. Mais il y a une administration burkinabé qui doit changer. Et il faut que l'audit dans le secteur des mines puisse également lever ces goulots d'étranglement. Il y a les mines là dans les autres pays qui ont aussi traversé ces mêmes crises. Les autres pays aussi ont traversé ces mêmes crises, mais sont arrivés à contenir. En Guinée, ce n'était pas évident. Même jusqu'à présent, en Guinée, ce n'est pas sûr que ce soit jusqu'à présent, c'est vraiment continu. En Guinée-Conakry, il y a eu ces questions-là entre les populations et ceux qui détiennent des permis d'exploitation que l'État a dûment donné. Donc, c'est le problème de la cohabitation entre ceux qui sont d'exploitation artisanale et la mine industrielle. En Guinée, il y a eu plusieurs contingents burkinabés ont été renvoyés de force. Alpha Condé, interrogé à Ouagadougou, avait été clair. Il dit non, je ne peux pas permettre parce que le monsieur a comment on appelle ça, est officiellement détenteur d'un titre d'exploitation minière. Donc il a ça et il paie à l'État guinéen des taxes et des impôts pour ça. Et donc on ne peut pas permettre que des gens viennent effectivement creuser n'importe quoi autour. Il dit non, soyez ceux qui viennent, qu'ils soient burkinabés ou telle autre nationalité, se conforment à ça ou pas autre chose. Mais ça aussi, c'est un discours de vérité à tenir. Mais en son temps, quand on tient un discours de vérité vis-à-vis, effectivement, de ceux qui viennent pour l'exploitation artisanale de façon indue sur un site officiellement et régulièrement attribué à quelqu'un, quel est l'autre discours maintenant qu'on tient aussi à ce monsieur qui est détenteur de ce permis en bonne et due forme pour qu'il respecte également les engagements continus dans le cahier de charges? C'est surtout là notre goulot d'étranglement. Ce discours-là, je ne pense pas qu'on arrive à le tenir vis-à-vis des miniers. Mais il y a un État aussi qui doit protéger ceux qui s'investissent dans le domaine des mines. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Parce que si vous acceptez qu'ils viennent, il est aussi de votre devoir et de votre responsabilité d'assurer
leur sécurité, la sérénité des choses, naturellement, pour que chacun puisse jouer sa partition. C'est un système de gagnant-gagnant, ce n'est pas gagnant-perdant ou perdant-gagnant. D'accord. Alors pour assainir le milieu, surtout avoir une claire vision du cadastre minier, il y a une décision qui avait été prise, notamment la suspension de l'octroi des titres miniers au Burkina Faso. C'est vrai qu'entre-temps, on a eu, je dirais, cette polémique-là sur la levée ou non de cette suspension-là. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, au regard de ce que nous constatons après Houndé, Sapsé, de lever cette mesure, d'actualiser le cadastre minier pour qu'on puisse aller à quelque chose de plus clair? Oui, bon, même, c'est vrai que je crois que la question que vous posez a eu raison d'un directeur récemment, avec, je pense, la possibilité qui avait été relancée, et après le ministre qui a dit qu'ils sont toujours en train de travailler à cela, et donc il n'en est pas encore cas. Bon, ils comprennent qu'avec la pression, il faut que cela se fasse. Mais je crois que quand vous prenez le cas de Houndé, ce n'est pas ça. Quand on vient déguerpir des gens, ça veut dire que légalement, ils n'ont pas le droit d'être là. C'est aussi simple que ça. Vous venez déguerpir des gens, ça veut dire que légalement, ils n'ont pas le droit d'être là. Donc, ce n'est pas une question d'avoir un permis ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que le permis pour être là, c'est la mine qu'il a. Maintenant, comment on fait respecter ce que l'État a octroyé à quelqu'un? C'est ça aussi le problème. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un État aussi qui se doit, dans certaines situations aussi, d'être quand même assez fort et ferme. Je prends un cas simple, prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait, vous passez dessus, Agence Ecofin, ils ont fait le rapport de juillet à mai, donc juillet de l'année passée à mai, de plus de 800 sites d'orpaillage clandestins qui ont été fermés. Mais ça, il faut être un État fort pour cela. Vous voyez le nombre de machines qui ont été saisies, des gens qui ont été arrêtés, et tous les sacs qui ont été... Vous voyez le bilan. C'est-à-dire qu'il y a une claire, il y a une dynamique qui est assez claire. Et je pense que je vais retrouver. Ils ont même, de façon organisationnelle, mis des éléments sur place. Donc, quand vous regardez cela, ça veut dire qu'il y a un secteur que vous savez très porteur et donc sur lequel vous veillez. Quand on prend le cas du Burkina, quand même, 2020, la question de l'or, c'est en gros, je pense, c'est 71% de nos recettes d'exportation. C'est une contribution d'en gros 15% pour ce qui est de façon directe, pour ce qui est du budget, des recettes directes pour le budget donc, de l'État. Donc quand vous voyez, c'est un secteur avec lequel vous ne pouvez pas jouer. Donc lorsque vous octroyez à certaines mines des éléments pour travailler, il faut gager que cela puisse se faire dans les normes et dans les règles. Maintenant, la question de l'orpaillage, ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Maintenant, il faut savoir pouvoir encadrer. Et pour cela, il faut avoir un État qui soit fort. Amusez-vous à aller dans un site d'orpaillage et là-bas, ça ne joue pas. Hein. Là-bas, ça ne joue pas. Les problèmes se règlent au quart de tour. Et c'est avec une violence inouïe. Ça, tout le monde le sait. Donc, si vous n'avez pas un État fort, ce n'est pas des choses que vous pouvez encadrer. Maintenant, il y a aussi la réalité que nos autorités, récemment, dans leur communication, ont fragilisé plutôt les mines et ont légitimé, pour certains aussi, un certain regard. C'est que c'est des gens qui viennent s'accaparer de nos richesses, sans plus, et avec un traitement des nationaux qui n'est pas intéressant et tout. C'est un peu aussi la caricature qui a été donnée avec le cas Perquois. Toute la communication qui a été celle gouvernementale sur le cas Perquois, ça a été ça. C'est comme s'il n'y a pas de bonnes mines, il n'y a pas de gens responsables dans les mines. Tous ceux qui viennent, ce qui importe pour eux, c'est de creuser, faire creuser, et puis trouver de l'or dont on ne maîtrise pas forcément le circuit, et puis qui retourne ailleurs. Quand vous présentez les choses comme ça, et lorsque vous avez ce discours-là, il ne faudrait pas s'étonner que vos concitoyens qui vous écoutent se sentent gargarisés et se sentent dans la légitimité de pouvoir faire un certain nombre de choses. Je crois aussi que ça, il faut qu'on le dise honnêtement. La communication gouvernementale ces derniers temps concernant les mines n'a pas été forcément si bonne. Et je crois aussi que c'est un peu les effets pervers de cela qu'on est en train de payer et qui donne des orpailleurs bien gargarisés et qui ont envie aussi d'en découdre directement même avec ces mines-là. Qu'est-ce que l'autorité viendra dire après?
que non, calmez-vous, ce n'est pas comme ça qu'on doit agir. Mais vous avez dit que c'est un peu comme des irresponsables, c'est des gars qui viennent, c'est l'appât du gain, c'est-à-dire que c'est l'appât du gain facile, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent et ils partent. Mais ce n'est pas les populations qui vont juguler ça. C'est l'État et c'est son rôle. C'est vous qui leur donnez ces marchés-là. C'est vous qui leur donnez l'autorisation de venir creuser. C'est vous qui prenez les 10% à l'intérieur de leur capital. Donc ça vous donne un droit de regard, ça vous donne une obligation de responsabilité à fixer les concernant. Mais on ne se dédouane pas et puis on vient dire ils sont ceci, ils sont cela. Après ça donne ce que c'est en train de donner. Et donc je pense qu'il y a eu une mauvaise communication ces derniers temps et c'est l'onde de choc de tout cela qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais il y a aussi que les mines, moi je ne comprends pas quelquefois comment nous aussi on fonctionne. Quelqu'un qui quitte chez lui, qui vient à des milliers de kilomètres pour venir demander des marchés ici. Vous pensez qu'il vient pourquoi? C'est pas pour nos beaux yeux. C'est pour se faire de l'argent. Maintenant, à nous, dans ce qu'il gagne, d'avoir le nez assez creux et d'être assez rigoureux pour pouvoir aussi tirer ce qui est important pour nous. La plupart de nos mines, ils finissent de faire ce qu'ils veulent quand ils sont partis. Après, ça devient des guéguerres parce que vous regardez les populations aux alentours, elles sont délaissées. Et puis même l'impact environnemental, on se demande qui va gérer ça après. Alors que logiquement, dans les contrats, c'est des choses qui sont prévues. Vous ne saurez jamais qui a fait quoi, qui va faire quoi et comment est-ce que ça doit être géré. On a parlé de Perquois, j'ai pris le Perquois en termes d'exemple. Vous vous rappelez, en son temps, et je l'ai rappelé ici, il y avait un article très intéressant que moi j'avais pu relire sur, je pense que c'était le Faso.net, mais en tout cas il y a plusieurs années, sur la question de Perquois, où la responsabilité sociale de l'entreprise RSE, quand on regarde, il y avait une volonté de faire acquis là-dessus, et il y avait une fondation qui avait été voulue et mise en place, même le contenu en termes de comment est-ce que les choses devraient être gérées, c'était difficile pour la population de le savoir. Et en plus, c'est la femme des ministres qui décidait de tout à l'intérieur. Et on s'amuse à prendre en plus le directeur de la mine en question pour en faire le président d'honneur de la fondation qui a été créée. Bon, c'était à ne rien comprendre. On est passé maître dans l'art de s'approcher des uns pour quelquefois blâmer le frère et encore plus même lui retirer tout ce qui devrait lui revenir de droit pour notre petite poche, pour peu que nous soyons satisfaits. C'est ça la réalité très souvent quand ces mines-là viennent ici. Mais c'est facile de venir après dire c'est des irresponsables, c'est des gens ceci. Notre État là il fait quoi dans tout ça? Et quand on tient un discours pareil, c'est ce que c'est en train de donner pour ne pas me répéter. D'accord. Alors, la situation sécuritaire a eu raison de certaines mines. Maintenant, il y a des mines qui se ferment sous la pression des populations qui réclament en tout cas leur part dans ce qui est tiré comme manne financière. Est-ce que justement tout cela n'aura pas un impact sur le plan économique, surtout que, comme je l'ai dit, la question sécuritaire et la crise sanitaire a déjà fortement, je dirais, fragilisé notre économie? Oui, c'est clair. J'ai oublié les dernières estimations de la fermeture de Daparco que le journal économiste avait fait en termes de pertes pour le Burkina Faso. Oundé, j'ai dit, les évaluations ne sont pas encore finies en termes de pertes. Donc si ça arrive fermé ou pas, ou s'il y a de la difficulté, naturellement, il y a un risque. Et c'est beaucoup de travailleurs qu'on va mettre à la rue. Donc ici, j'ai dit, les jeunes sont dans leur droit de demander un mieux-être lié aux questions de la mine, mais j'ai dit, l'exigence doit également être pointé vis-à-vis de notre État, qui dans son discours, Geoffroy a bien fait de le relever, jette tout le port sur les mines. Les mines. Et je pense que si ceux de Oundé n'avaient pas entendu un tel... et ce message-là a plus ou moins nourri le courage de ceux qui sont allés à Oundé, parce qu'ils vont même dire, le ministre a dit que les mines ne sont pas bien. Quand vous écoutez, ça se résume à un truc comme ça. Donc, il y a effectivement ce risque, parce que c'est vous qui les avez permis de venir. S'il y a des brebis galeuses, au niveau des mines, vous sanctionnez. S'il y a des brebis galeuses, au niveau de l'administration, vous sanctionnez. Et puis on passe à autre chose. Maintenant, pour ce qui est en train de donner de voir, en tout cas, c'est un État qui dit de perdre gros. Alors que dans le contexte sécuritaire actuel, l'argent vient d'où? Des mines pour beaucoup, pour régler beaucoup de problèmes. Et donc, dans
cette crise sécuritaire, il y a eu la crise Covid. Donc on a notre crise sécuritaire que nous gérons. Et ensuite, il y a la guerre de l'autre côté, avec son impact sur les prix. Ici, on s'amuse. Et au niveau des mines, la machine ralentit. Ça ne va pas être évident pour notre État par rapport à un certain nombre de choses. Donc ça, et les initiés savent de quoi je parle. Ça dit que il y a à traiter les situations délicates là, avec suffisamment de lucidité, de sagesse et de responsabilité. Le beau discours, le discours qui plaît à celui qui suit la télé ou la radio, s'il est bon. Mais par moment, il vous revenez sur terre, vous constatez que vous devez être réaliste. C'est en ce moment qu'on vous rappelle ce qui a été aussi servi. Donc, effectivement, il y a un risque d'avoir beaucoup de difficultés financières liées à ce manque-là, si d'aventure les choses ne se règlent pas vite. Merci, messieurs les juges. Nous allons parler à présent politique avec justement la sortie médiatique de l'Alliance Ensemble pour le Faso qui était hier, je le rappelais, en face des hommes de médias. Alors la gestion du MPSR a été passée à la loupe par justement ce regroupement de partis politiques. Ce regroupement exige entre autres une redéfinition du format de la transition pour prendre en compte la question consensuelle et exclusive. Alors juge, quand on regarde ces sorties-là et souvent les propos tenus, on se demande si la relative trêve qui était observée par les partis politiques, sinon la classe politique dans son ensemble, est terminée. C'est clair que c'est terminé depuis. Et il y avait un parti qui faisait il n'y a pas longtemps un genre de ronde et qui rencontrait d'autres partis. Et il y avait cette phrase qui revenait très souvent: il faudrait qu'on se lève parce que sinon on risque de laisser les choses s'empirer ou on risque de ne pas pouvoir rattraper certaines choses. C'est à croire que quand les gens, les uns et les autres observent, il y a une transition qui est en train d'être menée, mais dont on ne maîtrise pas la destinée, la destination finale à la fin. Et donc si on y prend garde, même ceux qui sont dans l'arène politique pure et dure, si d'aventure l'un des partis ou l'une des figures de proue viendrait après des élections, parce qu'une transition dans tous les cas ça s'achève, viendrait prendre un Burkina dans un État qui ne pourra lui-même pas gérer. Donc ils ont obligation aussi à un moment donné d'ouvrir les yeux le bon et puis d'apporter leur contribution. Et peut-être aussi que c'est dans la critique et dans le rappel d'un certain nombre d'éléments que cette contribution ils la conçoivent. On se rappelle qu'au début aussi, il y avait un PSR qui avait été très dur avec les partis politiques, les rendait entièrement responsables de la situation qui a mené au coup d'État. Et ça, le président Damiba ne se l'est pas caché. Lorsqu'il les a convoqués à Kosiam, en son temps, avec les premières rencontres qu'il avait avec les différentes couches de la nation, il leur a dit de façon très claire et de façon directe. Maintenant, je pense aussi que ce sont aussi des partis qui, à un moment donné, se disent, bon, c'est vrai qu'il y a une transition, mais la transition finit par des élections. Donc, il faut qu'on commence aussi, nous, à s'activer et à faire ce qu'on sait faire, c'est mobiliser, c'est se préparer pour des consultations électorales. Mais en même temps, est-ce qu'il faut laisser les choses se faire comme ça? Mais ce qui dérange aussi, quand vous regardez même dans le mouvement dont on parle, il y a des partis dans lesquels vous aviez ceux qui étaient avec Roch-Kaboré qui le conseillaient aussi bien. La situation dans laquelle on est, tous ceux-là ils sont aussi responsables. En tout cas, à des degrés divers, mais ils sont aussi responsables. La question de l'insécurité, ça n'a pas débuté aujourd'hui. L'enlisement dans lequel on est, ça n'a pas débuté aujourd'hui. Il y a une réponse qui a été très mauvaise pendant longtemps et qui nous a mis dans une situation qui est celle d'aujourd'hui. Maintenant, vouloir que quelqu'un qui est venu en un claquement de doigts puisse résoudre cela, je crois aussi qu'il faut être honnête. Mais en même temps, ne pas le critiquer, c'est le mettre dans un confort. Mais je dis toujours que les mots n'ont de poids qu'au regard de la bouche d'où ça sort. Il y a des gens qui sont légitimes pour critiquer. Il y en a aussi, quand vous les écoutez, vous vous dites, mais attends, vous avez vu quand même. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais
Ce sur quoi on peut rester tous d'accord, c'est que actuellement, la dynamique du début, je parle du MPSR, les discours premiers, la volonté partagée et donnée aux Burkinabés, ainsi que les objectifs, on est très loin de ça. Et même, bien au contraire, beaucoup commencent à craindre. Ça, au moins, c'est une réalité. Et que les partis politiques, voyant cela, aujourd'hui commencent à sortir, ça n'est que de bonne guerre pour eux. D'accord. Alors, Juge Bougma, vous êtes également analyste politique. Quand on regarde aujourd'hui la configuration de cette alliance-là, Alliance Ensemble pour le Faso, on a des partis comme le PUR, le Parent, le Sens. Déjà, votre regard sur, je dirais, ce regroupement-là, et puis la sortie médiatique qui sonne comme un réveil des partis politiques qui veulent réclamer leurs droits d'avoir une part active dans la gestion de la transition, quand on écoute en tout cas ce qui a été dit. Oui, mais ce qui est normal, puisque ce sont des Burkinabés. En quoi est-ce que l'armée, les organisations de la société civile doivent le faire et les prions pour les partis politiques? Non. L'argument étant dit que ce sont les partis politiques qui ont pourri la situation, qui nous ont mis dans une telle situation, je suis en partie d'accord, mais pas 100% d'accord. Les partis politiques, les hommes politiques ne sont pas les seuls qui vivent au Burkina, ce n'est pas eux qui tirent au front. Non. Les questions de sécurité, oui, c'est le politique qui définit, mais après, il y a des hommes qui donnent des ordres. Mais ici aussi, on dit qu'il y a des ordres qui ne sont pas suivis. Donc, il y a cette réalité. Maintenant, actuellement, nous avons un pouvoir militaire en face. Regardons les résultats et jugeons. Donc, le militaire burkinabé, apparemment, beaucoup ne veulent même plus faire la guerre. Quand la nomination dans certains postes, quand on regarde la bagarre que se livrent certains gradés de l'armée pour occuper les postes de responsabilité, mais ça ne fait pas lire. Vous vous demandez, mais finalement, qui va aller au front? Il y a une vraie bagarre pour les postes au sein de l'armée burkinabé. Il y a des gradés qui se battent, qui se bousculent, qui font des coups de fil avec des CV lourds. Ouais, moi, je veux tel poste. Il y avait même un gros poste qui a été pourvu tout récemment. Il y avait 5 hauts gradés qui étaient alignés. Chacun disait que c'est mon tour, c'est moi qui vais prendre. 5 gradés. Finalement, bon, ça a été remis à un civil, mais il y en a qui ne sont pas contents. Donc, il faut trouver un moyen pour les caser, comme on le dit. Donc, ils sont en train de faire ce que les politiques font aussi. Donc, je note qu'il n'y a pas de différence. Ce qui fait que j'ai dit, je ne suis pas d'accord qu'on dise que le politique aussi est à 100% responsable, parce que même l'armée ne fait pas mieux quand elle est arrivée. Elle se bagarre elle-même pour les postes aussi. Ce que les hommes politiques faisaient. Pourquoi est-ce que on dise, même à l'ALT, nous avons appris que le poste dévolu au parti politique au niveau de vice-président n'était pas prévu. Ce qui était prévu, c'est la présidence, un vice-président issu des OSC, une autre vice-présidence issue des régions, mais le caucus politique n'avait pas de vice-président. Moi, j'ai dit non, moi je ne comprends pas à quoi ces messieurs-là jouent. Je ne comprends pas. La gestion d'une cité est d'abord politique. Des gens ont fait le choix de rentrer dans des partis politiques pour le faire. D'autres ont fait le choix de ne pas être dans des partis politiques pour le faire. Donc, à l'arrivée, comment est-ce que on le fait? Une discrimination basée sur l'appartenance parce que vous avez fait le choix politique. Il y a même la crainte que cela puisse vous rattraper devant les tribunaux parce que c'est une discrimination basée sur le fait d'avoir fait un choix politique. Et non, c'est pas normal, ça, je ne suis pas d'accord. Donc, les partis politiques ont le droit de pouvoir s'exercer librement parce qu'on a rétabli la Constitution. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et même à la proclamation de l'acte fondamental du MPSR, les libertés ont été rétablies, la liberté d'aller et venir a été reconnue, chacun est libre, nul ne doit être détenu arbitrairement, sauf dans le respect des textes de vous, sauf qu'on a un gros détenu arbitraire, l'ancien président Kaboré, en violation de leur acte fondamental, en violation des dispositions constitutionnelles. Et oui, mais maintenant, par rapport aux partis politiques, le vocable qui a été mis, c'est activisme politique débordant. Comment est-ce qu'on peut déterminer? Quand vous posez la question par rapport à ce que ça veut dire, le contenu, qu'est-ce qu'on met dans activisme politique débordant? On ne voit pas. Donc, c'est normal que les hommes politiques s'organisent parce que la compétition électorale va commencer.
dans combien, dans 2, 3, 4 ans, je ne sais pas, mais il y aura une compétition électorale. Et donc, un parti politique doit pouvoir vivre et être, et animer la vie politique, contribuer à éduquer et les masses. Donc, pas forcément être électoraliste. Donc, c'est normal que les partis politiques entendent apporter leur contribution. Parce que parmi les hommes politiques, il y a aussi de la matière. Il y a aussi de la matière. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on doit les mettre en retrait. Pour preuve, au même moment qu'il dit aux partis politiques de se tenir à l'écart et aux hommes politiques de rester tranquilles, mais quand les premiers visages civils de la transition ont été présentés, parmi ceux qui étaient arrêtés, il y a un qui est au ministre aujourd'hui. Il est issu d'un parti politique qui avait d'ailleurs claqué la porte de la majorité des députés à l'Assemblée nationale. C'est quand nous avons fait le papier que quelques temps après, la note de sa démission est sortie et qu'il a démissionné, qu'il aurait démissionné le 27 janvier, alors que le coup d'État est intervenu le 24 janvier. Et curieusement, c'est après notre écrit que la lettre de démission a fuité. Donc, et en même temps, il siège dans le gouvernement de transition, avec certainement d'autres qui sont issus d'autres partis politiques. Donc, vous voulez qu'on dise quoi alors? Donc, il n'y a pas de discrimination à faire. Dire qu'ils vont faire le choix, aller regarder au niveau des partis politiques qui il faut prendre, oui. Mais quand vous regardez, les grands perdants, ce sont les insurgés Bontin et l'ancienne majorité. Quand on regarde les nominations, quand on regarde, les Burkinabés suivent. Et les hommes politiques aussi suivent. L'autre aspect, le comportement du MPSR, ressemble également au comportement d'un parti politique qui a son précaré, qui tient ses réunions, qui a ses membres dans le gouvernement, qui nomme ses membres dans des bureaux, mais qui fait également une communication. On a vu la fameuse vidéo qui a été suspendue, mais on l'a vu, c'est passé. Qui l'a fait passer? Quand on se renseigne pour savoir qui a validé pour que ça puisse passer. Parce que le directeur général ou bien les autorités de la RTB, télé ou radio ne vont pas aller voir une vidéo comme ça qui circule sur le net, télécharger et puis aller jouer. C'est quelqu'un qui a donné l'ordre de jouer. C'est encore quelqu'un qui a dit il faut suspendre et puis ça a été suspendu. Qui a donné ça? Mais ça, c'est le comportement d'un parti politique. Donc, si le MPSR veut également se comporter en parti politique, parce que quand nous avons soulevé son existence, il nous a été dit que c'est le dernier organe à mettre en place qui reste. Maintenant, que vaut les représentants d'une entité amenée à disparaître qui doivent aller siéger dans une entité qui existe? Nous sommes une entreprise. L'entreprise, on dit on va nommer des représentants dans le conseil d'administration d'une entité. Mais ceux qu'on va nommer, ils vont nous représenter. Mais en même temps, on nous informe que dans 2 jours, l'entreprise ne va plus exister. Mais les représentants vont parler au nom de qui? Ils viendront rendre compte à qui après? À qui ils vont rendre compte après? Quand ils vont aller siéger, si ça ne va pas. Et si l'entité demande qu'il soit remplacé, ils vont aller dire à qui? Remplacez-nous, envoyez-nous de nouveaux éléments, puisque c'est disparu. Non. En réalité, j'ai l'impression que c'est le MPSR qui va se muer à cette nouvelle entité d'ailleurs, pour pouvoir résister. Sinon, moi, je ne comprends pas cette logique-là. D'accord. Alors, quand on regarde un peu ce qui est ressorti dans ce point de presse-là, l'Alliance a peint un sombre tableau de la gestion des nouvelles autorités, aussi bien sur la question sécuritaire que le respect des libertés individuelles et collectives. Et justement, sur ce chapitre-là, la situation de l'ancien président Roch Kaboré est revenue sur la table. C'est un combat qui avait été porté, je dirais, par ses partisans, ses proches collaborateurs et aussi son parti d'origine. Aujourd'hui, c'est comme si on donnait du grain à moudre à d'autres partis politiques qui se sont appropriés ce combat-là. Oui, bon, c'est vrai aussi que la question de l'ancien président Roch Kaboré, c'est sûr que ça dérange, c'est comme un caillou dans la chaussure du MPSR. En prétexte de ce que, bon, c'est soit un ancien chef d'État et que de ce fait-là, il ne peut pas avoir la même liberté que vous et moi, mais il doit avoir une liberté, c'est plutôt à lui d'en juger et de voir ce que sont les limites qu'il veut s'accorder. Quand on vous donne des limites, ça veut dire que vous n'êtes pas libre. Quand vous donnez des limites, c'est différent. Donc, je comprends le combat donc, qui est en train d'être mené.
Et pour beaucoup, la question c'est quel type de menace peut-il représenter pour un pouvoir militaire aujourd'hui? Donc ça aussi c'est une question qui est vraiment légitime. Et plus ça durera, plus on verra un monde qui, autour de cette question-là, va grandir. Parce que même pour la majeure partie des Burkinabés, ce n'est pas une question d'avoir aimé le régime Roch ou pas, ou d'avoir été contre ou pas, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est un homme pour qui, si vous n'avez rien contre, il faut l'élargir. Je crois que Bernard le disait tout à l'heure, on a suspendu la Constitution, on l'a rétabli. Les droits sont les droits pour tout le monde. S'il y a des reproches qui lui sont faits, il y a la justice qui est là. S'il n'y a rien comme dossier là-bas, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir des restrictions le concernant? Ça, c'est un problème. Je crois que c'est un problème légitime aussi qui est posé. Maintenant, vous disiez dans votre propos tout à l'heure, vous parliez du tombeau noir de la transition qui a été dépeint. Il faut dire que pour beaucoup, en tout cas, les choses se sont obscurcies. Parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir au départ avec les discours qu'on a entendus, la restauration, regagner du terrain, reprendre des villages. On a senti le discours de l'offensive. Ce qui avait été reproché au pouvoir passé, c'était l'attentisme. Donc, il y a eu ça qui a été partagé par tout le monde. Au moins maintenant, on aura une armée qui va être offensive, qui va batailler. On est en train de... Vous savez, dans l'imaginaire populaire, c'est une armée qui va reprendre du terrain jusqu'à ce qu'on ait l'entièreté de notre territoire, qu'on maîtrise et qu'on gère de façon pleine. Mais les déplacés, ça continue d'augmenter. Ça, c'est des faits. Ce n'est pas le noircissement de quoi que ce soit. Il y a des localités dont on parle aujourd'hui qui sont dans des situations plus difficiles que par le passé, où on ne peut plus se rendre. Ça, c'est des faits. Donc, décrire des faits n'est pas obscurcir. C'est la situation qui devient noire. Et ça, je pense que ça doit interpeller le pouvoir actuel. D'autant plus que, dans le même contexte, il y a une cherté qui ne dit pas son nom. Donc, une pression plus grande sur les populations, qui elles-mêmes n'ont plus grand-chose. La situation d'insécurité-là impacte les business, les affaires. L'argent, comme on aime le dire dans la rue, ça ne circule plus. L'argent ne circule plus. Ça veut dire que les activités sont ralenties. Et donc, dans cette condition-là, et étant entendu aussi qu'au niveau international, il y a tellement d'éléments, bon, voilà le carburant qui a pris... qui a augmenté parce que il y a des raisons exogènes à nous, ça c'est vrai. Et donc par ricochet, tout est en train d'augmenter. Pendant ce temps, rien ne marche, les affaires ne bougent pas. Donc c'est une pression encore plus forte. Et le malheur encore de ce pouvoir, c'est d'avoir augmenté les salaires des ministres dans ce contexte. Donc vous voyez, il y a tellement d'éléments qui font que vous n'avez pas besoin, j'ai dit, d'obscurcir le tableau. Vous n'avez qu'à les mettre comme ça. Et puis, chacun se fait son idée. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui donne le fouet pour se faire fouetter. En tout cas, il faut que l'on se ressaisisse. C'est très important parce que l'espoir qu'on a donné au Burkinabé, petit à petit, est en train de s'étioler. Il est en train de partir comme peau de chagrin. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ce n'est pas le souhait que les choses ne marchent pas. Parce que quand ça ne va pas marcher, là, la transition, c'est pour nous tous, même nous qui sommes autour de cette table. Donc c'est critiquer pour que ça s'améliore. Pour que les décisions qui soient prises là soient des décisions éclairées dans la pleine mesure du contexte dans lequel nous sommes. Et on a l'impression que c'est ce qu'on n'a pas. D'accord. Dernière sortie médiatique de l'Alliance Ensemble pour le Faso et la suspension des activités d'exploitation de la société minière Bissagold dans le BAM. Voici les deux sujets qui étaient enrôlés pour la présente convocation. Merci, monsieur le juge, pour les clés de lecture. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation. On se donne rendez-vous lundi pour la même mission. Jetez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.